Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors je vous fais une vidéo qui va dans la continuité de la précédente qui était radicalité positive et jusqu'au boutisme. Avec, donc là c'est sur le thème de mes inspirateurs où je vous partage à chaque fois une personne qui m'importe beaucoup à travers une de ses œuvres littéraires. Donc là en l'occurrence il s'agit donc de Pierre Rabhi, avec cet ouvrage « Vers la sobriété heureuse ». Bon, je sais que Pierre Rabhi, finalement, il s'était présenté, il avait voulu se présenter aux élections présidentielles, je pense que c'était 2002. Ça lui avait apporté une belle notoriété. Et je sais que là, il a eu il s'était pas franchement positionné sur le mariage pour tous, et donc ça lui a valu plein de critiques et tout ça. Mais bon, moi, Pierre Rabhi, c'est un homme que j'aime beaucoup. Et cet ouvrage, je l'ai lu aussi, qui est très intéressant, qui est très court, donc la sobriété heureuse, parce que ça va vraiment dans ma philosophie, dans mon approche, qui nourrit vraiment mes propos et qui, moi, me rend très heureux. C'est la sobriété. Donc, ça fait sens avec le minimalisme, que je pratique aussi, d'être vraiment minimaliste. C'est l'inverse du matérialisme, en fait. C'est vraiment ne pas s'attacher aux biens matériels comme ça, et de vraiment s'attacher à l'essentiel. Et la sobriété heureuse, en fait, c'est très juste quoi, comme terme. C'est ça. Soyons sobres pour être heureux, tout simplement. Ne rentrons pas des artifices dans l'accumulation de choses vides et qui ne sont que des illusions du bonheur ou du plaisir. Mais voilà. Donc je vais vous lire quelques passages, sans chercher à être trop long, mais je vais vous lire quelques passages qui m'ont beaucoup plu et qui devraient vous apporter une petite lumière, un peu d'éclairage, et puis peut-être, si vous ne l'avez pas déjà lu, une envie d'acheter ce livre. Donc, en texte d'introduction, il y a un texte que je trouve superbe. Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l'humanité sera de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considéré comme un acte politique, un acte de légitime résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine. Moi, je trouve ça parfaitement juste. Et donc, je vous lis un autre passage. Donc, depuis 45 ans, j'ai engagé ma vie avec le soutien de la connivence de Michel et de notre famille dans la voie de la sobriété. Je préfère par conséquent, plutôt que de me perdre dans des considérations des théories générales, témoigner des réflexions, des décisions, des initiatives que, chemin faisant, ce choix délibéré m'a inspiré. Ainsi, le principe « faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait » donnera un peu de cohérence et, je l'espère, de crédibilité à mon modeste témoignage. Donc là, c'est parfaitement en phase avec ce que je vis, ce que je pratique. C'est extrêmement juste. Donc un autre petit passage, hop là, voilà. Alors là, les 30 glorieuses, je remets beaucoup en cause cette pensée quand des gens qui ont une vision passéiste des choses, ils disent oui, c'était beaucoup mieux avant, nous on a connu les 30 glorieuses. Mais les 30 glorieuses, pour moi, c'était l'amorce de toute cette destruction massive, où c'est là on a dit allons-y gaiement et fonçons vers la mondialisation, et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'emplois, et on a enlevé tous les agriculteurs pour les mettre dans les usines, voilà, donc voilà. Et là, il y a un texte, une partie sur les 30 glorieuses. C'était le temps des 30 glorieuses. Il y avait de quoi s'illusionner. La machine économique fonctionnait à plein rendement, alimentée par les ressources abondantes et pratiquement gratuites du tiers-monde. En ce temps-là, comme on sait, sur une société censée nager dans la félicité planait un climat moral désabusé, probablement dû à la surabondance. La France s'ennuie, lisait-on parfois dans la presse. Contrairement à aujourd'hui, la jeunesse avait un avenir assuré. Elle ressentait néanmoins un étrange malaise, comme si les excès de l'avoir abolissaient les besoins de l'être, la société de consommation créant simultanément
besoin et frustration. Donc le consommateur est à l'évidence le rouage d'une machine qui produit toujours plus, afin que l'on consomme toujours plus, maniant l'aiguillon crétinisant d'une publicité omniprésente. Elle joue avec le consommateur et s'en joue, telle une courtisane usant de ses charmes trompeurs, lui promettant des jouissances toujours plus extatiques. Donc je ne sais pas vous, mais moi la publicité, ça ne marche absolument plus, quoi. Ça me fait vraiment désaimer les produits. Quand je vois une publicité, ben, c'est quelque chose qu'on m'impose et c'est faux, quoi. Ça me sonne. Ça sonne tellement faux pour moi. Alors voilà, là un autre petit passage qui est vraiment sympa. Donc l'aliénation du monde rural. Force est de constater aujourd'hui que le monde rural n'a pas échappé aux illusions et aux dégâts de la modernité. Dès notre retour à la Terre en 1961, ce constat a infligé à ma naïveté une énorme déconvenue. Je pensais qu'en tournant le dos au monde urbain, j'allais m'éloigner de l'obsession productiviste. Hélas, je compris très vite que celle-ci était tout aussi virulente à la campagne. L'endoctrinement a été si fort que mes jeunes camarades de la maison familiale rurale au sein de laquelle, déjà père de famille, j'essayais d'acquérir quelques bases de l'agriculture, étaient dans une transe irrépressible. La quasi-totalité de leurs conversations tournait autour des prouesses de l'agrochimie qui leur étaient enseignées, des tonnages miraculeux de denrées qu'elle permettait d'arracher au sol. Ils comparaient les résultats de telle ou telle substance fertilisante, de tel ou tel pesticide appliqué à tel ravageur ou à tel champignon pathogène, etc. Leurs propos prenaient une tonalité guerrière. Les firmes produisant les substances dites phytosanitaires donnaient le ton. La présentation des produits avec leurs étiquettes à emblèmes de tête de mort et d'os croisés promouvait un sentiment belliqueux à l'égard du vivant. Et oui, toute cette guerre contre le vivant, qui est maintenant bien derrière nous, et maintenant toutes les alternatives naturelles qui composent 100% avec le vivant, eh bien, ont bien prouvé que c'est possible et bien plus abondante que toute cette industrie-là. Donc, maintenant un autre article, un autre passage, pardon. Donc, ouvrier agricole en Ardèche, j'ai donc eu la chance de partager un peu de ma vie avec des paysans des Cévennes, auxquels je garde au fond de ma mémoire un fort attachement et une grande affection. Comment oublier le vieux Froment, qui malgré ses 85 ans, ou peut-être à cause de son âge, gardait la cadence. Tôt levé, un petit déjeuner frugal, et il m'entraînait vers ses chantiers pour lui servir de manœuvre, pour relever les murs effondrés qui retenaient la terre, planter des vignes. Un peu sourd, la mémoire un peu défaillante, il fut pour moi comme un père spirituel, sans autre enseignement ou précepte qu'un labeur tranquille, où chaque geste évoquait dans sa précision un rituel millénaire. Je n'ai jamais vu, au nord comme au sud, courir un authentique paysan. Et s'il est contraint de le faire, il le fait gauchement. J'ai vu à l'occasion d'une vendange les yeux bleus interloqués du vieux Froment. Lorsque, se courbant pour ramasser des graines tombées au sol, il s'attira la mauvaise humeur de son gendre, exploitant agricole, qui lui enjoignait d'aller plus vite. Car ramasser ces graines était du temps perdu, non rentable. Le ronflement et les odeurs d'échappement du tracteur tirant la remorque à vendange nous rappelaient d'ailleurs que le temps bucolique était révolu. Les travaux des champs allaient désormais rejoindre la transe industrielle. La terre ne devait plus produire de la nourriture, mais devait cracher de l'argent. C'est très juste et vraiment magnifique, quoi. Et donc un avant-dernier texte, un avant-dernier extrait. Le titre, c'est « Mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations ».
Refonder l'avenir sur la logique du vivant implique d'abord de renoncer aux mythes fondateurs de la modernité, qui sont incompatibles avec ce propos. Il est absolument certain que la sobriété, si elle devrait se propager, serait un formidable antidote aux excès destructeurs. Changer de paradigme signifie, selon nos aspirations, mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et tous nos moyens à leur service. Pardon. Alors, on se surprend à rêver à des rencontres au sommet de toutes les nations, enfin conscientes que la planète Terre n'est pas un gisement de ressources à épuiser, mais une très précieuse oasis de vie. Les biens absolument vitaux qu'elle recèle doivent être protégés par une réglementation spécifique. Il faudrait voter des résolutions radicales pour en préserver l'intégrité. Les forêts, le sol nourricier, l'eau, les semences, les ressources halieutiques, etc. doivent impérativement être soustraits à la spéculation financière. Il est navrant et révoltant de voir le patrimoine vital de l'humanité et des innombrables créatures qui partagent son destin être, sans vergogne, subordonnés à la vulgarité de la finance. Et pour terminer, je vous lis un petit passage. Hop. Voilà. Le malaise grandissant de toute une jeunesse condamnée au naufrage dès lors que le système ne peut l'intégrer ou la prendre en charge témoigne de cette aliénation. L'équation qui a prévalu, en particulier lors des 30 Glorieuses, selon laquelle faire des bonnes études, donner une qualification garante d'un salaire, ne fonctionne plus dans la société de la croissance illimitée. Alors pourquoi s'obstiner dans cette option déjà obsolète? Donc dans le nouveau paradigme, il faut être en priorité attentif à l'enfant, en développant une pédagogie de l'être qui permette avant toute chose de le faire naître à lui-même, c'est-à-dire de l'aider à révéler sa personnalité unique, ses talents propres pour répondre à la vocation qui lui inspire sa présence au monde et à la société. C'est exactement ce que je vous avais parlé dans la vidéo Radicalité positive. Faire ce qu'on aime et vivre de ce qu'on aime, de notre passion, et trouver cette passion pour laquelle on est fait. Donc c'est le doter d'une cohérence intérieure. Voilà, ça je vous en avais pas parlé dans la vidéo sur la radicalité positive, mais c'est un souci, c'est un objectif de cohérence. C'est le doter d'une cohérence intérieure qui lui donnera le sentiment d'être à sa véritable place dans la biodiversité du monde. Pour que cette naissance à soi-même advienne réellement, il est indispensable d'abolir ce terrible climat de compétition qui donne à l'enfant l'impression que le monde est une arène physique et psychique, produisant l'angoisse d'échouer au détriment de l'enthousiasme d'apprendre. Donc moi, quand je lis des choses aussi belles, aussi vraies, aussi justes, aussi éclairantes, eh bien je vous le partage et c'est ce que je ferai toujours. Pierre Rabhi, qui est un des plus grands défenseurs de l'agroécologie, donc dans les méthodes, donc moi je pratique la permaculture, mais je m'inspire aussi de l'agroécologie, de la biodynamie, on s'inspire tous de toutes ces méthodes naturelles, qui ne sont pas les méthodes conventionnelles, qui sont les alternatives. Et ça, c'est plutôt dans les coulisses du système. Donc il faut vraiment s'intéresser non pas à ce qui est joué sur la scène, mais ce qui est joué dans les coulisses. Et c'est là où on voit qui tire les manettes du rideau, les lumières, etc. Et vraiment s'intéresser à l'alternatif, aux choses non conformes, c'est s'intéresser au vivant dans un sens global. Donc voilà, ce bouquin, je vous le recommande, La sobriété de Pierre Rabhi. Merci beaucoup pour votre attention. Je remercie infiniment Flavien Moras pour la post-production, notre association Artiviste pour la production et Kadouar Dadi pour la cession des droits. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabonds.
Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.